Le soleil ardent, un disque incandescent dans le ciel azur, écrasait le haras des murmures de sa chaleur implacable. Une tension palpable, plus dense que la poussière soulevée par les sabots des chevaux, flottait dans l'air. Au centre de la cour pavée, sous le regard inquiet des palefreniers et des jeunes cavaliers, l'éclair, le fier étalon noir, se débattait. Ses yeux, autrefois vifs et emplis de fougue, étaient maintenant injectés de sang. Son flanc tremblait par spasmes et des filets de bave perlent de ses naseaux. Un vétérinaire, le front perlé de sueur, achevait une énième injection, le visage marqué par l'échec, tandis que l'animal, d'un mouvement soudain et désespéré, ruait, brisant presque les liens qui le retenaient, un gémissement rauque s'échappant de sa gorge. L'odeur âcre du liniment et des herbes médicinales se mêlait à l'arôme doux et terreux du foin fraîchement coupé, imprégnant chaque recoin du haras. Au loin, le son mélancolique d'un accordéon musette semblait détonner avec l'angoisse ambiante, rappelant la vie paisible et insouciante que ces terres de l'aube avaient toujours connue. Mais aujourd'hui, l'harmonie était brisée. Les murmures des employés, d'ordinaire joyeux et pleins d'entrain, étaient remplacés par des chuchotements anxieux, des soupirs lourds et des regards perdus vers le manège où le concours national devait se tenir le lendemain. Chaque mouvement de l'éclair, chaque spasme, était un coup de marteau sur l'espoir qui s'amenuisait. Monsieur Antoine Leclerc, le propriétaire corpulent du haras, arpentait la cour, son visage pourpre de colère et d'impuissance. Il croisait les bras puis les décroisait, sa respiration sifflante trahissant son exaspération grandissante. « C'est inacceptable, complètement inacceptable », tenait-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans la cour silencieuse. « Demain, c'est le grand jour. Notre survie en dépend. Et ce cheval est en train de nous ruiner. » Ces paroles, dures et sans appel, s'abattaient sur l'assemblée comme une sentence, renforçant le sentiment d'une catastrophe imminente et inéluctable qui pesait sur toutes les âmes présentes. Au milieu de cette cacophonie de désespoir, Léa, petite silhouette frêle, se tenait un peu à l'écart, ses tresses tombant sur ses épaules. Ses yeux d'un bleu profond étaient fixes, mais ne voyaient pas le spectacle de l'éclair. Pourtant, elle ressentait chaque vibration, chaque souffle agité de l'animal, chaque battement de cœur désordonné. Son ouïe aiguisée percevait la tension dans les voix, la résonance du désespoir dans les pas lourds des hommes. Un frisson parcourut sa peau hâlée par le soleil, une intuition grandissante que la solution n'était pas dans ce que les yeux pouvaient voir, ni dans ce que les mains pouvaient palper de manière conventionnelle. Elle tendit une main, comme pour capter les ondes d'une douleur invisible qui se propageait dans l'air, ses doigts fins esquissant de légers mouvements. Monsieur Louis Dubois, le vieux régisseur, la regardait avec une tendresse mêlée d'inquiétude. Il connaissait les dons singuliers de Léa, cette capacité à écouter les chevaux au-delà des mots. Mais la situation était critique, le temps pressait, et la rationalité s'imposait face à la superstition, du moins aux yeux de Monsieur Leclerc. Le silence du haras était rompu seulement par les halètements saccadés de l'éclair, un son déchirant qui annonçait la fin. L'éclair, épuisé par la lutte, s'effondra doucement sur le flanc, ses pattes arrière ne le soutenant plus. Un soupir collectif s'échappa des lèvres de l'assistance, un mélange de résignation et de détresse profonde. Le vétérinaire secoua la tête, impuissant. Monsieur Leclerc ferma les yeux, son visage livide. La victoire, la survie du haras, tout s'échappait entre leurs doigts. Léa, sentant la détresse de l'animal atteindre son paroxysme, fit un pas hésitant en avant, ses pieds nus foulant la terre sèche, son cœur battant à l'unisson avec celui du cheval. Une impulsion irrépressible la poussait vers l'éclair, comme si une force invisible l'appelait, malgré les regards sceptiques et les murmures découragés qui l'entouraient. Léa, malgré les regards pesants et les murmures découragés, s'avança, ses pieds nus caressant la terre du haras comme une extension d'elle-même. Pour elle, le monde n'était pas une symphonie de couleurs et de formes, mais un ballet complexe de textures, de vibrations et d'arômes. Chaque brin de foin sous ses doigts, chaque effluve de cuir patiné ou de sueur équine, chaque crissement de gravier sous les bottes des palefreniers composait une carte mentale précise et vivante de son environnement. Sa routine matinale débutait souvent par une exploration sensorielle des écuries, ses mains glissant sur le bois brut des stalles, ses oreilles captant le doux frottement des robes contre les parois, le souffle régulier des chevaux endormis, un monde riche et détaillé que d'autres ne percevaient qu'à travers leurs yeux. Sa cécité n'était pas une absence, mais une réorientation de ses sens, une hypersensibilité qui lui permettait de capter des nuances imperceptibles pour la plupart. Le battement du cœur d'un cheval, elle le sentait non seulement par l'ouïe,
mais aussi par une fine vibration dans l'air, une résonance dans le sol qu'elle traduisait en émotion. Un mouvement de queue, un frisson sous la peau, une légère tension dans un muscle. Tout cela était un langage silencieux, une poésie corporelle que Léa déchiffrait avec une intuition presque surnaturelle. Les chevaux étaient ses plus fidèles confidents, leurs âmes brutes et honnêtes résonnant avec la sienne, une connexion profonde et inexpliquée, forgée au fil des années passées à leur côté, sur ces terres de l'Aube, bercées par les sons de la campagne française. Dans sa petite chambre simple mais imprégnée de l'odeur douce du bois et des herbes séchées, un vieux cheval de bois usé par le temps, un cadeau de Monsieur Dubois, était son plus cher objet de confort. Ses mains parcouraient ses crinières rêches, ses sabots lisses, et elle y retrouvait la même paix que dans le contact avec les vrais chevaux. C'était là qu'elle s'évadait, imaginant des galops effrénés à travers les champs de blé doré que d'autres voyaient, mais qu'elle ressentait dans chaque parcelle de son être. C'est aussi là qu'elle lisait ses livres en braille, ses doigts effleurant les points en relief, chaque histoire prenant vie dans son esprit avec une intensité unique, alimentant son imagination et sa soif de comprendre le monde, au-delà de ce que les yeux pouvaient percevoir. Monsieur Louis Dubois, le régisseur, était le seul à vraiment comprendre cette singularité. Il l'avait prise sous son aile dès son plus jeune âge, lui enseignant à écouter avec le cœur et à faire confiance à ses perceptions. Pour communiquer, Léa utilisait un mélange de mots doux, souvent murmurés, et une gestuelle fluide, ses mains décrivant des formes dans l'air, complétées par les vibrations et l'écho des voix des autres. Son plus grand rêve était de voir le haras des murmures, sa maison, sa famille, prospérer, de sentir l'énergie vibrante des chevaux en pleine santé et la joie des cavaliers victorieux. Pour elle, le haras n'était pas qu'une simple propriété, c'était un organisme vivant, un cœur qui battait au rythme des sabots et des souffles, et dont l'arrêt serait une douleur insupportable. Sa vision du monde était intrinsèquement liée à cette empathie profonde. Elle ne voyait pas les défauts physiques, mais la lumière intérieure, la pureté des intentions. Les préjugés de Monsieur Leclerc, elle les sentait comme des ondes de froideur, des dissonances dans l'harmonie ambiante, mais elle ne les laissait pas l'atteindre. Son univers était peuplé de sensations riches, de la chaleur du soleil sur sa peau, du chant des grillons dans les champs, du frôlement d'une robe de cheval soyeuse. Elle percevait la beauté dans les détails que d'autres ignoraient, une beauté invisible à l'œil nu, mais si palpable pour ses sens affûtés, une philosophie de vie qui transcendait les apparences et embrassait la véritable essence des êtres et des choses. Et c'est cette perception aiguisée, cette capacité à sentir au-delà du visible, qui la tirait inexorablement vers l'éclair. Tandis que les vétérinaires se concentraient sur les symptômes et les diagnostics conventionnels, Léa ressentait une douleur plus profonde, une anomalie subtile dans les vibrations de son corps, un murmure de détresse que nul autre ne semblait entendre. La détresse du cheval n'était pas seulement physique, elle était aussi émotionnelle, une angoisse silencieuse qui se propageait dans l'air et que seuls ses sens pouvaient capter, comme un appel à l'aide désespérée, une énigme que seul son talent unique pourrait déchiffrer avant qu'il ne soit trop tard pour le haras des murmures. Monsieur Louis Dubois, le régisseur du haras des murmures, se tenait en retrait, son regard empreint d'une sagesse silencieuse, ses mains calleuses jointes dans son dos. Ses cheveux grisonnants, jadis d'un roux flamboyant, encadraient un visage buriné par les années passées sous le soleil des terres de l'Aube, mais ses yeux bleus conservaient une étincelle de bienveillance et de profonde compréhension. Il observait Léa avec une tendresse paternelle, se remémorant les innombrables heures passées à lui enseigner non pas à voir, mais à sentir le monde équestre, à écouter le langage non dit des chevaux. Pour lui, la cécité de Léa n'était pas un handicap, mais une fenêtre ouverte sur une perception plus fine, un don qu'il avait toujours cherché à cultiver, défiant les conventions et les moqueries initiales de certains. Il était le roc sur lequel Léa s'appuyait, le seul à croire véritablement en sa capacité unique. À l'opposé, M. Antoine Leclerc, le propriétaire du haras, arpentait la cour avec une impatience frénétique, son corps corpulent se déplaçant avec une lourdeur qui contrastait avec l'agilité des chevaux. Son visage, déjà empourpré par la frustration, se tordait de dépit à chaque spasme de l'éclair. Pour lui, seule la rationalité comptait, les chiffres, les diagnostics médicaux et les résultats concrets. La notion que Léa, une enfant aveugle, puisse offrir une quelconque solution à un problème aussi grave, relevait de la pure folie, une superstition d'un autre âge qu'il méprisait du fond de son être. Il la voyait comme un obstacle, une bouche à nourrir sans réelle utilité pour le haras,
une preuve de sa faiblesse qu'il tentait de dissimuler sous un masque d'autorité intransigeante et de pragmatisme acharné. Alors que l'éclair gémissait, une plainte déchirante qui transperçait le silence pesant, Léa fit un pas de plus, ses mains tendues vers le cheval, comme pour capter les ondes de sa souffrance. Monsieur Dubois, pressentant l'intention de la fillette, esquissa un mouvement pour l'accompagner, mais le regard glacial de Monsieur Leclerc l'arrêta net. « Louis, à quoi bon? Laissez-la, elle ne ferait qu'ajouter au chaos », maugréa le propriétaire d'une voix rauque, son mépris à peine voilé. Les quelques murmures d'espoir que Léa avait pu susciter chez les palefreniers s'éteignirent sous le poids de l'autorité de Leclerc, un silence lourd retombant sur la cour. La tension entre la froide rationalité et l'intuition profonde était palpable, un fossé que ni les mots ni les gestes ne semblaient y pouvoir combler, du moins pour l'instant. Quelques jeunes cavaliers, les visages pâles sous leurs chapeaux de paille, observèrent la scène avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Ils avaient grandi avec Léa, l'avaient vue se mouvoir avec une aisance déconcertante au milieu des chevaux, et même s'ils ne comprenaient pas toujours ses méthodes, une certaine affection et un respect pour son lien unique avec les animaux les liaient à elle. Les plus anciens employés agricoles, les mains tordues par le labeur, échangeaient des regards lourds de sens, se souvenant des histoires de Monsieur Dubois sur la murmuratrice et de ses étranges capacités. Une étincelle d'espoir, fragile comme une feuille morte dans le vent chaud, commençait à poindre dans leurs yeux, défiant la résignation ambiante et l'autorité écrasante de Monsieur Leclerc. Monsieur Dubois, refusant de céder complètement face à l'obstination de Leclerc, s'éclaircit la gorge. « Antoine, peut-être devrions-nous écouter ce que Léa a à dire. Elle a un don, vous savez, une façon de comprendre ces bêtes que nul autre ne possède. » Ces mots, prononcés avec une douce fermeté, furent balayés par un geste exaspéré du propriétaire. « Des balivernes, Louis. Nous n'avons pas le temps pour vos contes de fées et les divagations d'une enfant. Il nous faut une solution, une vraie solution, scientifique, et vite. Le grand concours est demain et l'éclair est notre seule chance. Ne me faites pas perdre plus de temps avec vos superstitions désuètes, cela ne ferait qu'empirer la situation déjà précaire du haras. » La voix de Leclerc montait en crescendo, emplie d'une angoisse manifeste et d'un déni profond. L'éclair, maintenant presque immobile, ne laissait échapper que de faibles râles, son corps entier vibrant d'une douleur insoutenable. Le vétérinaire, le visage défait, rangeait ses instruments, signe de son impuissance. Monsieur Leclerc, les poings serrés, fixait le cheval avec une rage impuissante, le destin du haras se dessinant en lettres de feu devant ses yeux. Léa, cependant, ne détournait pas son attention de l'animal, son corps frêle tendu, ses sens entièrement concentrés sur les vibrations imperceptibles qui émanaient de l'éclair. Monsieur Dubois, les alliés silencieux, et même les palefreniers, tous étaient là, réunis par la même détresse, le même espoir vacillant. Le soleil déclinait lentement, jetant de longues ombres sur la cour, et avec lui, l'espoir du haras des murmures semblait s'éteindre peu, à moins qu'un miracle ne se produise. L'éclair gisait, ses flancs se soulevant avec une difficulté croissante, chaque respiration une lutte. Les râles gutturaux de l'étalon résonnaient dans la cour, amplifiés par le silence oppressant qui avait remplacé le bourdonnement habituel du haras. Léa, toujours à l'écart, ressentait chaque spasme du cheval comme une onde de choc parcourant le sol et l'air, une douleur vibrante qui lui tordait les entrailles. L'odeur de la sueur froide, de la peur animale devenait prégnante, se mêlant à celle du sang et de la terre humide. Les palefreniers, d'ordinaire si robustes, se tenaient les épaules basses, leur visage marqué par une angoisse palpable. La menace ne planait plus seulement sur le haras, elle s'étendait à leurs familles, à leurs maigres économies, à l'incertitude d'un avenir sans travail dans ces terres de l'Aube où les opportunités étaient rares. La détresse de l'éclair n'était plus un simple cas vétérinaire, elle devenait le symptôme d'une ruine collective, une mélodie funèbre jouée par le destin. Monsieur Antoine Leclerc, les mains tremblantes, arracha son chapeau de paille et le jeta au sol avec un juron étouffé. Ses joues, déjà cramoisies, prirent une teinte violacée et les veines de son cou saillaient sous la peau. « C'est fini, c'est absolument fini !» vociférait-il, sa voix éraillée par la tension. « Des années de labeur, l'héritage de ma famille, tout réduit à néant par un simple cheval. Et vous, Louis, vous persistez avec vos lubies enfantines. Cette fille ne peut rien faire, regardez-le, il est mourant. Nos créanciers nous dévoreront vivants. » Ces paroles, acérées comme des éclats de verre, transperçaient l'air lourd, semant une panique nouvelle parmi les employés. La peur de la faillite, de la perte de leur maison adossées au domaine, de la dispersion de leur vie
était désormais une réalité tangible, un fardeau partagé. Les jeunes cavaliers, dont les rêves de gloire au concours national s'évanouissaient, se tenaient silencieux, leurs yeux brillants de larmes contenues. Ils avaient passé des heures à s'entraîner avec l'éclair, à le bichonner, à le connaître intimement. Pour eux, le cheval n'était pas seulement un atout financier, mais un ami, un compagnon de route. Les plus anciens des employés, dont la loyauté envers le haras datait de plusieurs générations, serraient les poings, impuissants. Le vétérinaire, un homme expérimenté et réputé, finit par ranger ses instruments avec un soupir résigné, secouant la tête. « Je suis au regret, monsieur Leclerc. Nous avons épuisé toutes les options. Il n'y a plus rien à faire. » Ces mots, prononcés d'une voix grave, scellèrent le sort de l'éclair et, par extension, celui du haras des murmures, le plongeant dans un abîme de désespoir. Malgré la sentence du vétérinaire, Léa ne bougea pas, ses sens rivés sur l'éclair. Elle sentait le froid s'installer dans les membres du cheval, le battement de son cœur ralentir, mais aussi, plus subtilement, une vibration discordante, comme un nœud serré au plus profond de son être. Monsieur Dubois, voyant la fillette faire un pas hésitant vers l'animal, s'apprêtait à la guider, mais Monsieur Leclerc, le visage déformé par la rage, l'interpella d'une voix tonitruante. « Louis, restez à votre place, n'ajoutez pas l'absurdité à la tragédie. Cet enfant n'a pas sa place ici au milieu de ce désastre. Ce n'est pas le moment pour vos sornettes et ces prétendus dons. » Le ton était sans appel, la colère du propriétaire assourdissante, balayant toute tentative d'espoir et de compassion. La voix de Monsieur Leclerc, chargée d'une amertume écrasante, continua de résonner, brisant le silence de la résignation. « Je vous ai dit, Louis, que je ne tolérerai plus ces superstitions. Nous sommes des gens de science, de raison. Le haras des murmures a bâti sa réputation sur le travail acharné, pas sur les murmures d'une enfant aveugle. Si vous continuez à encourager ce genre de folie, je serai contraint de reconsidérer votre position ici. Mon haras, ma fierté, est en jeu, et vous laissez une enfant perturber le peu de dignité qu'il nous reste. » Ces mots cinglants étaient comme des coups de fouet, non, seulement pour Léa et Monsieur Dubois, mais pour tous ceux qui avaient osé entretenir un mince espoir, renforçant le sentiment d'une fatalité inéluctable. L'éclair, d'un ultime effort, tenta de relever sa tête, mais celle-ci retomba lourdement, sa respiration devenant de plus en plus faible, un mince filet de vie s'échappant de ses naseaux. La lumière du soleil couchant, d'un rouge sanglant, peignait la cour de longues ombres menaçantes, comme si le jour lui-même agonisait avec le cheval. Monsieur Leclerc, les épaules affaissées, se détourna incapable de supporter le spectacle de son empire s'effondrant. Léa, cependant, sans un mot, sans même un regard, s'agenouilla lentement à côté de l'éclair, ses mains fines se tendant vers le flanc de l'animal. Que cherchait-elle? Que pouvait-elle bien faire maintenant que la mort semblait inévitable et que tout espoir était perdu pour le haras des murmures? Le mystère de son toucher était la dernière lueur dans l'obscurité grandissante. Les vétérinaires, sous les ordres pressants de Monsieur Leclerc, redoublèrent d'efforts, leurs fronts perlés de sueur sous le soleil de l'aube. Ils tentèrent une nouvelle série d'injections, des fortifiants censés apaiser les spasmes de l'éclair et lui redonner de la vigueur. Le cheval épuisé mais toujours combatif ruait faiblement, ses sabots raclant le sol avec un bruit déchirant. Le docteur Martin, le vétérinaire en chef, palpait avec une minutie désespérée la patte arrière de l'étalon, ses doigts experts cherchant la moindre anomalie, la source de cette boiterie mystérieuse. Il murmurait des termes techniques, tendinite, fissure, inflammation, mais ses yeux trahissaient une perplexité grandissante. Les autres palefreniers tenaient fermement l'animal, leurs muscles tendus, tandis que l'odeur âcre des désinfectants et des anti-inflammatoires se propageait dans l'air, se mêlant à celle du foin et de la terre chaude. Léa, immobile, percevait ces vibrations de tension, le désespoir des hommes et la souffrance grandissante du cheval, sans un mot. Le vétérinaire, après un examen approfondi à l'aide d'un petit appareil d'échographie portatif, secoua la tête avec lassitude. L'écran, malgré sa technologie avancée, ne révélait aucune fracture nette, aucune déchirure musculaire flagrante qui aurait pu expliquer la détresse de l'éclair. Il tenta alors d'appliquer un baume chauffant sur la cuisse de l'étalon, espérant soulager une éventuelle contracture. Mais l'éclair, d'un mouvement brusque et inattendu, retira sa patte, hennissant de douleur et de frustration, le blanc de ses yeux injectés de sang témoignant de son calvaire. Le cheval refusait de coopérer, chaque tentative de soin ne faisant qu'aggraver son agitation. Ses flancs se soulevaient avec plus de difficulté, sa respiration devenait irrégulière,
Chaque souffle un râle rauque qui portait le son de sa douleur, tandis que les efforts des hommes semblaient vains face à cette souffrance indéfinissable et persistante. Un soupir collectif, lourd de résignation, s'échappa des lèvres de l'assistance. Monsieur Leclerc, le visage rouge et décomposé, frappa du poing sur la rambarde en bois adjacente, le bruit sec résonnant dans la cour. « Imbécile, incompétent !» ragea-t-il, sa voix tremblante d'une colère impuissante. « Toutes ces années, tout ce travail, pour ça, pour un cheval qui nous lâche au pire moment, qu'attendez-vous? Un miracle !» Les palefreniers baissèrent les yeux, incapables de soutenir son regard accusateur, la honte et la frustration pesant sur leurs épaules. Leurs murmures de découragement se mêlaient au vent chaud, portant la mélancolie d'un avenir incertain. Léa, bien que silencieuse, sentait ces ondes de désespoir se propager, les vibrations de la colère de Monsieur Leclerc, le rythme cardiaque accéléré des hommes, la tristesse des chevaux alentour, une cacophonie émotionnelle qu'elle absorbait, cherchant un sens au-delà du tumulte. Dans une dernière tentative désespérée, le vétérinaire proposa une sédation légère pour tenter un examen plus poussé, espérant que l'animal, moins agité, permettrait de déceler la cause de son mal. Une seringue fut préparée, le liquide transparent scintillant sous le soleil déclinant. Mais au moment de l'injection, Leclerc, comme s'il sentait l'intention, se cabra avec une force inattendue, ses yeux roulants de panique, et la patte blessée ne toucha presque pas le sol. L'effort fut trop grand. L'étalon s'effondra lourdement sur le flanc, son corps tremblant de spasmes encore plus violents qu'auparavant. Une écume blanchâtre commença à perler de ses naseaux, et sa respiration devint un sifflement aigu, un son déchirant qui annonçait une fin proche. Le désespoir atteignait son paroxysme, chaque tentative empirant la situation. Monsieur Leclerc, voyant l'état critique de l'animal, se précipita vers Léa, son visage tordu par la fureur. « Alors, petite devineresse, voyez-vous quelque chose maintenant? Ou peut-être que vos murmures peuvent le guérir par magie. » Sa voix était un crachat de colère, empreinte d'une amertume écrasante. Monsieur Dubois s'interposa, essayant de calmer le jeu. « Antoine, s'il vous plaît, Léa sent des choses que nous ne percevons pas. Elle pourrait... » Mais Leclerc le coupa net, son corps massif se dressant comme un mur. « Assez, Louis, assez de ces balivernes. Nous sommes au bord du gouffre, c'est la fin du haras. Et vous voulez que je mette notre destin entre les mains d'une enfant aveugle et de ses superstitions? C'est une honte, une insulte à tout ce que nous avons bâti ici. » Le propriétaire balaya l'air de sa main, son geste exprimant un rejet catégorique de toute idée non conventionnelle, un déni profond de toute solution qui ne serait pas scientifique. Leclerc gisait immobile, un filet de sang commençant à s'échapper de sa gueule, signe d'une hémorragie interne ou d'une lésion pulmonaire grave. Le vétérinaire recula, ses épaules affaissées, son regard vide d'espoir. « Je suis désolé, monsieur Leclerc, il n'y a plus rien à faire. C'est une question d'heures, peut-être de minutes. » Ces mots, prononcés d'une voix faible, s'abattirent sur le haras comme un couperet, scellant le destin de l'étalon et l'avenir de la propriété. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri, un silence de mort et de ruine. Léa, cependant, ne détournait pas son attention de l'animal. Elle sentait le ralentissement du cœur de Leclerc, la faiblesse de ses râles, mais aussi, plus distinctement maintenant, une vibration nouvelle, une résonance subtile et étrange qui n'avait rien à voir avec la mort imminente, comme un écho d'une douleur oubliée, un secret enfoui au plus profond de l'animal, un mystère que ses mains brûlaient de déchiffrer avant que tout ne soit irrémédiablement perdu pour le haras des murmures. L'éclair, dans un râle déchirant, basculait, son corps vibrant de spasmes qui parcourèrent le sol comme des secousses sismiques. L'odeur du sang et de la peur animale imprégnait l'air, se mêlant à celle du foin et de la terre sèche. Léa, à quelques pas, ressentait cette agonie avec une intensité insoutenable. Chaque pulsation désordonnée du cœur de l'étalon, chaque frisson parcourant son échine, était une vibration distincte dans l'air, une mélodie de détresse que seuls ses sens affûtés pouvaient capter. La résignation des hommes, leurs soupirs lourds, les murmures éteints des palefreniers, tout cela créait un vide assourdissant, un silence d'impuissance qui appelait désespérément une solution, même la plus improbable. Dans ce chaos sensoriel, Léa sentait une force invisible la pousser vers l'animal, une certitude grandissante que la clé de ce mystère ne résidait pas dans ce que les yeux pouvaient en voir. Animée par cette impulsion irrépressible, Léa fit un pas hésitant en avant, ses pieds nus effleurant le sol chaud. Instantanément, la voix de Monsieur Leclerc, rauque et impatiente, déchira l'air.
Non mais c'est une blague? Louis, qu'est-ce que cet enfant fait encore là? Elle n'a rien à faire au milieu de ce désastre. Ce n'est pas le moment de jouer aux devinettes. Nous sommes en train de couler. » Ces mots cinglants, empreints d'un mépris à peine dissimulé, s'abattirent sur la cour comme un couperet. Les quelques palefreniers qui avaient osé lever les yeux vers Léa les baissèrent aussitôt, intimidés par l'autorité du propriétaire. Une vague de scepticisme, palpable comme la chaleur écrasante de l'après-midi, submergea le mince filet d'espoir qu'avait pu susciter la présence de la fillette, renforçant la conviction générale que la situation était désespérée. Le poids des regards, même s'ils ne la voyaient pas, et la résonance du mépris de M. Leclerc pesaient sur Léa, la rendant soudainement petite et vulnérable. Ses doigts fins se tordirent un instant, son corps frêle hésitant sous la pression. Elle qui percevait le monde avec tant de clarté intérieure, se retrouvait confrontée à l'incrédulité et à l'impatience de ceux qui dépendaient d'une vision plus conventionnelle. Le murmure du vent dans les arbres, d'ordinaire si réconfortant, semblait porter les doutes et les préjugés. Une pointe d'insécurité la traversa. Et si cette fois son don ne suffisait pas? Et si elle se trompait? Le destin du haras, de sa famille, de son foyer, reposait sur cette intuition, une charge immense pour ses jeunes épaules. C'est alors que M. Dubois, avec une détermination silencieuse, s'avança, posant une main réconfortante sur l'épaule de Léa. Sa voix, douce mais ferme, rompit le silence glacial. « Antoine, s'il vous plaît, nous avons tout essayé. Nous n'avons plus rien à perdre. Laissez Léa tenter. Elle a toujours eu un lien spécial avec ces animaux, une façon de les comprendre que nous n'avons pas. Rappelez-vous les poulains malades qu'elle a aidés, les juments rétives qu'elle a calmés. Son cœur voit ce que nos yeux ne peuvent pas. Donnez-lui cette chance, ne serait-ce que par désespoir. Que risquons-nous de plus maintenant que la mort frappe à notre porte ?» Ces paroles furent un baume pour l'âme de Léa, un bouclier contre la tempête de l'incrédulité. Rassurée par la présence solide de M. Dubois, Léa inspira profondément, l'odeur âcre du haras emplissant ses poumons. Elle fit quelques pas de plus, ses mains tendues vers l'éclair, comme des antennes sensibles. Ses doigts effleurèrent le pelage chaud de l'étalon, puis ses muscles tendus, explorant chaque parcelle de son corps avec une minutie incroyable. Son ouïe, décuplée, captait le rythme ralenti de la respiration du cheval, les légères vibrations de ses poumons, le murmure de son sang circulant dans ses veines. Au-delà du physique, elle sentait une angoisse profonde, un nœud de peur et de douleur logé quelque part, une dissonance dans l'harmonie vibratoire du cheval, comme un cri silencieux qui se répercutait dans son propre corps. Ses doigts remontèrent le long de la patte arrière de l'éclair, s'arrêtant sur une zone précise, presque imperceptiblement plus chaude, où une vibration subtile, étrange, semblait émaner. Ce n'était pas la vibration de la douleur générale, mais quelque chose de plus fin, comme le frottement de deux surfaces microscopiques. Léa ferma les yeux, déjà invisibles, pour mieux se concentrer. Sa tête légèrement inclinée, son visage frêle, empreint d'une concentration intense, presque méditative. Elle sentait une résistance, une légère torsion, un désalignement infime mais significatif. Puis, d'une voix douce mais claire, elle murmura, ces mots portant le poids d'une révélation. « La patte, c'est la patte arrière droite. Pas la boiterie visible, mais plus haut. Quelque chose est coincé. Une torsion. » Le silence fut total, rompu seulement par les halètements de l'éclair, et le destin du haras des murmures venait de prendre un tournant inattendu, un espoir insoupçonné s'accrochant aux paroles d'une enfant aveugle. La déclaration de Léa, douce mais chargée d'une précision inattendue, flottait dans l'air lourd du haras, suspendant le souffle de tous. La patte, c'est la patte arrière droite, pas la boiterie visible, mais plus haut. Quelque chose est coincé, une torsion. Un silence stupéfait s'ensuivit, brisé seulement par les râles de l'éclair. M. Dubois, le visage soudainement illuminé par une lueur d'espoir, fut le premier à réagir. Il fit signe au palefrenier de reculer, créant un cercle plus large autour de Léa et de l'étalon. Les murmures cessèrent, les bruits de pas s'estompèrent, et même le vent sembla retenir son souffle, comme si le monde entier se pliait à la volonté silencieuse de la fillette. L'odeur âcre du liniment et de la sueur équine semblait se clarifier, permettant à Léa de percevoir plus distinctement les vibrations subtiles de l'animal, la chaleur du soleil sur sa peau et la terre sèche sous ses pieds nus, une toile sensorielle désormais dégagée de toute interférence. Avec l'espace dégagé et le silence retrouvé, la concentration de Léa s'intensifia, palpable comme la chaleur du soleil. Son corps frêle, d'ordinaire si mobile, devint d'une immobilité presque statuaire,
Seul son visage incliné révélait l'intensité de son écoute. Ses doigts, fins et agiles, se posèrent de nouveau sur la patte de l'éclair, effleurant délicatement le pelage, puis s'enfonçant légèrement pour sonder les muscles. Elle ne voyait rien, mais elle sentait tout. La tension des fibres musculaires, la légère déformation d'un tendon, la chaleur infime d'une inflammation profonde et la vibration discordante qu'elle avait perçue auparavant, désormais plus nette, plus précise, comme un murmure distinct au milieu du chaos. Son esprit, libéré des distractions sonores et des mouvements environnants, plongeait dans le corps du cheval, déchiffrant chaque sensation comme un mot dans un langage secret, une symphonie de textures et de pression révélant une vérité cachée. Monsieur Dubois, observant Léa avec une dévotion silencieuse, s'agenouilla à ses côtés, sa main calleuse effleurant doucement son épaule. Ce contact, léger mais ancré, fut un baume pour Léa, une ancre dans l'océan de sensations qu'elle explorait. Elle sentit la chaleur et la solidité de sa présence, un soutien inconditionnel qui nourrissait sa confiance. Il n'avait pas besoin de mots, sa simple présence, la résonance de sa respiration calme, l'odeur familière de son tabac et de sa vieille veste, lui communiquaient une compréhension profonde de son processus. Cette connexion silencieuse, forgée par des années de partage et de confiance mutuelle, créait une bulle d'intimité au cœur de la tension ambiante, permettant à Léa de s'abandonner pleinement à ses perceptions, sachant qu'elle n'était pas seule dans cette quête. Autour d'eux, les réactions étaient un mélange fascinant d'incrédulité et d'une curiosité grandissante. Monsieur Leclerc, bien qu'encore sceptique, était figé, sa fureur contenue, son regard oscillant entre Léa et Monsieur Dubois, une ombre de perplexité assombrissant son visage habituellement colérique. Les palefreniers, leur visage marqué par l'épuisement, s'échangeaient des regards dubitatifs, mais aussi des étincelles d'un espoir inattendu, une chance infime qu'ils n'osaient pas rejeter. Les jeunes cavaliers, les yeux écarquillés, observèrent la scène comme un spectacle mystérieux, leur esprit partagé entre la rationalité apprise et la magie apparente des mains de Léa. L'air vibrait d'une attente palpable, un mélange de doute et de fascination, comme si le haras tout entier retenait son souffle, suspendu au geste de cet enfant qui voyait sans les yeux. Léa n'avait pas besoin d'outils complexes. Ses doigts étaient ses instruments les plus précis, chaque phalange devenant une sonde capable de cartographier le corps de l'éclair avec une finesse inouïe. Elle demanda à Monsieur Dubois d'humidifier légèrement un linge propre. Une fois le linge posé sur la zone qu'elle avait identifiée, elle sentit la peau du cheval devenir plus réceptive, les pores s'ouvrir, permettant à ses doigts de percevoir des micro-vibrations encore plus subtiles. Ce n'était pas une aide pour voir, mais pour sentir, pour affiner sa perception tactile et thermique. Ses mains glissaient, pressaient, relâchaient, explorant le tissu musculaire et osseux avec une patience infinie, comme un sculpteur découvrant la forme cachée dans la pierre. Chaque sensation était une pièce du puzzle, s'assemblant dans son esprit pour former une image tridimensionnelle de la blessure, une image plus détaillée que n'importe quelle radiographie. Après un long moment de concentration intense, Léa retira ses mains, son visage empreint d'une certitude nouvelle. Elle se redressa lentement, ses tresses tombant sur ses épaules. L'odeur du foin et de la terre, si familière, semblait lui donner une force tranquille. Ses mots, lorsqu'ils vinrent, furent clairs et décidés, portant le poids d'une révélation qu'elle avait enfin déchiffrée. Ce n'est pas une fracture, c'est une luxation partielle. Un petit os près de l'articulation du jarret est légèrement déplacé. Il pince un nerf à chaque mouvement. C'est pour ça qu'il ne peut pas poser la patte correctement. Et la douleur est ancienne, il a gardé cette peur. Le silence était absolu, chacun retenant son souffle, attendant le verdict, l'action qui allait suivre, le destin du haras des murmures, suspendu à la décision d'une enfant aveugle. La déclaration de Léa, douce mais chargée d'une précision inattendue, flottait dans l'air lourd du haras, suspendant le souffle de tous. La patte, c'est la patte arrière droite, pas la boiterie visible, mais plus haut. Quelque chose est coincé, une torsion. Un silence stupéfait s'ensuivit, brisé seulement par les râles de l'éclair. Monsieur Dubois, le visage soudainement illuminé par une lueur d'espoir, fut le premier à réagir. Il fit signe au palefrenier de reculer, créant un cercle plus large autour de Léa et de l'étalon. Les murmures cessèrent, les bruits de pas s'estompèrent, et même le vent sembla retenir son souffle, comme si le monde entier se pliait à la volonté silencieuse de la fillette. L'odeur âcre du liniment et de la sueur équine semblait se clarifier, permettant à Léa de percevoir plus distinctement
les vibrations subtiles de l'animal, la chaleur du soleil sur sa peau et la terre sèche sous ses pieds nus, une toile sensorielle désormais dégagée de toute interférence. Avec l'espace dégagé et le silence retrouvé, la concentration de Léa s'intensifia, palpable comme la chaleur du soleil. Son corps frêle, d'ordinaire si mobile, devint d'une immobilité presque statuaire. Seul son visage incliné révélait l'intensité de son écoute. Ses doigts, fins et agiles, se posèrent de nouveau sur la patte de l'éclair, effleurant délicatement le pelage, puis s'enfonçant légèrement pour sonder les muscles. Elle ne voyait rien, mais elle sentait tout. La tension des fibres musculaires, la légère déformation d'un tendon, la chaleur infime d'une inflammation profonde et la vibration discordante qu'elle avait perçue auparavant, désormais plus nette, plus précise, comme un murmure distinct au milieu du chaos. Son esprit, libéré des distractions sonores et des mouvements environnants, plongeait dans le corps du cheval, déchiffrant chaque sensation comme un mot dans un langage secret, une symphonie de textures et de pression révélant une vérité cachée. Monsieur Dubois, observant Léa avec une dévotion silencieuse, s'agenouilla à ses côtés, sa main calleuse effleurant doucement son épaule. Ce contact, léger mais ancré, fut un baume pour Léa, une ancre dans l'océan de sensations qu'elle explorait. Elle sentit la chaleur et la solidité de sa présence, un soutien inconditionnel qui nourrissait sa confiance. Il n'avait pas besoin de mots, sa simple présence, la résonance de sa respiration calme, l'odeur familière de son tabac et de sa vieille veste, lui communiquaient une compréhension profonde de son processus. Cette connexion silencieuse, forgée par des années de partage et de confiance mutuelle, créait une bulle d'intimité au cœur de la tension ambiante, permettant à Léa de s'abandonner pleinement à ses perceptions, sachant qu'elle n'était pas seule dans cette quête. Autour d'eux, les réactions étaient un mélange fascinant d'incrédulité et d'une curiosité grandissante. Monsieur Leclerc, bien qu'encore sceptique, était figé, sa fureur contenue, son regard oscillant entre Léa et Monsieur Dubois, une ombre de perplexité assombrissant son visage habituellement colérique. Les palefreniers, leur visage marqué par l'épuisement, s'échangeaient des regards dubitatifs, mais aussi des étincelles d'un espoir inattendu, une chance infime qu'ils n'osaient pas rejeter. Les jeunes cavaliers, les yeux écarquillés, observèrent la scène comme un spectacle mystérieux, leur esprit partagé entre la rationalité apprise et la magie apparente des mains de Léa. L'air vibrait d'une attente palpable, un mélange de doute et de fascination, comme si le haras tout entier retenait son souffle, suspendu au geste de cet enfant qui voyait sans les yeux. Léa n'avait pas besoin d'outils complexes. Ses doigts étaient ses instruments les plus précis, chaque phalange devenant une sonde capable de cartographier le corps de l'éclair avec une finesse inouïe. Elle demanda à Monsieur Dubois d'humidifier légèrement un linge propre. Une fois le linge posé sur la zone qu'elle avait identifiée, elle sentit la peau du cheval devenir plus réceptive, les pores s'ouvrir, permettant à ses doigts de percevoir des micro-vibrations encore plus subtiles. Ce n'était pas une aide pour voir, mais pour sentir, pour affiner sa perception tactile et thermique. Ses mains glissaient, pressaient, relâchaient, explorant le tissu musculaire et osseux avec une patience infinie, comme un sculpteur découvrant la forme cachée dans la pierre. Chaque sensation était une pièce du puzzle, s'assemblant dans son esprit pour former une image tridimensionnelle de la blessure, une image plus détaillée que n'importe quelle radiographie. Après un long moment de concentration intense, Léa retira ses mains, son visage empreint d'une certitude nouvelle. Elle se redressa lentement, ses tresses tombant sur ses épaules. L'odeur du foin et de la terre, si familière, semblait lui donner une force tranquille. Ses mots, lorsqu'ils vinrent, furent clairs et décidés, portant le poids d'une révélation qu'elle avait enfin déchiffrée. Ce n'est pas une fracture, c'est une luxation partielle. Un petit os près de l'articulation du jarret est légèrement déplacé. Il pince un nerf à chaque mouvement, c'est pour ça qu'il ne peut pas poser la patte correctement. Et la douleur est ancienne, il a gardé cette peur. Le silence était absolu, chacun retenant son souffle, attendant le verdict, l'action qui allait suivre, le destin du haras des murmures, suspendu à la décision d'une enfant aveugle. La patte, c'est la patte arrière droite, pas la boiterie visible, mais plus haut. Quelque chose est coincé, une torsion. Les mots de Léa, doux mais chargés d'une précision inattendue, flottaient dans l'air lourd du haras, suspendant le souffle de tous. Monsieur Dubois, un éclair de compréhension dans les yeux, fut le premier à réagir. Il fit signe au palefrenier de reculer, créant un cercle plus large autour de Léa et de l'étalon. Les murmures cessèrent.
Les bruits de pas s'estompèrent, et même le vent sembla retenir son souffle, comme si le monde entier se pliait à la volonté silencieuse de la fillette. L'odeur âcre du liniment et de la sueur équine semblait se clarifier, permettant à Léa de percevoir plus distinctement les vibrations subtiles de l'animal, la chaleur du soleil sur sa peau et la terre sèche sous ses pieds nus, une toile sensorielle désormais dégagée de toute interférence. Léa s'agenouilla de nouveau, ses mains fines et agiles se tendant vers la patte arrière droite de l'éclair. Elle n'avait pas besoin de voir, ses doigts étaient dans ses yeux, des capteurs ultrasensibles qui exploraient chaque parcelle de la peau, chaque muscle, chaque tendon. La chaleur infime d'une inflammation, la légère rigidité d'une fibre musculaire tendue, la texture rêche du pelage, tout lui parlait. Elle remonta le long du jarret, là où elle avait perçu l'anomalie, ses pouces et ses index palpant délicatement, cherchant le point précis de la luxation. La patte de l'éclair, d'abord tendue par la douleur et la méfiance, se relâcha progressivement, sous le toucher doux et sûr de la fillette, comme si l'animal reconnaissait une main amie qui comprenait sa souffrance. Léa sentait le petit os, minuscule, légèrement décalé, une dissonance dans la symphonie osseuse de l'articulation. Le temps semblait suspendu. Chaque respiration de l'étalon, chaque frôlement des doigts de Léa était amplifié dans le silence tendu du haras, sous le regard incrédule et fasciné des spectateurs. Soudain, avec une détermination nouvelle, Léa inspira profondément, puis d'un mouvement lent et précis, elle appliqua une légère pression. Ce n'était pas une force brute, mais une torsion subtile, une danse délicate entre ses doigts et l'anatomie du cheval. Un son presque imperceptible, un craquement doux comme une branche sèche sous le pied, résonna dans l'air, trop faible pour être entendu par tous, mais clair comme le cristal pour les sens affûtés de Léa. L'éclair tressaillit, puis, à la surprise générale, la tension de son corps s'allégea visiblement. Léa murmura des mots doux, inaudibles pour la plupart, une mélodie réconfortante qui semblait apaiser l'animal, sa main caressant le flanc de l'étalon, transmettant une vague de calme et de confiance. Le cheval, qui luttait depuis des heures contre la douleur, laissa échapper un soupir profond, presque un gémissement de soulagement, et l'odeur de la peur commença à se dissiper, remplacée par une aura de quiétude inattendue. L'éclair, qui était resté couché, commença à bouger. D'abord un léger frémissement des muscles, puis un mouvement hésitant de sa patte arrière droite. Lentement, avec une grâce retrouvée, l'étalon tenta de se redresser. La foule retint son souffle. Les palefreniers, les yeux écarquillés, observaient chaque mouvement avec une intensité fiévreuse. L'éclair posa sa patte au sol, non plus avec la douleur lancinante, mais avec une précaution nouvelle. Il prit appui, puis fit un pas, puis deux. Le boitement, si prononcé auparavant, avait presque disparu. Un hennissement doux rempli d'une vitalité retrouvée s'échappa de ses naseaux, un son vibrant de soulagement qui résonna dans la cour, balayant le désespoir ambiant. Les yeux de l'animal, autrefois injectés de sang et de détresse, retrouvaient leur éclat, leur vivacité, fixant Léa avec une reconnaissance palpable. C'était un miracle silencieux, une démonstration irréfutable de la puissance de la perception. Monsieur Leclerc, qui avait suivi la scène avec une perplexité croissante, fit un pas en avant, son corps massif trahissant une agitation intérieure. Son visage, d'abord figé par l'incrédulité, se métamorphosa en une expression de stupéfaction pure. « Mais comment est-ce possible ?» balbutia-t-il, sa voix rauque, à peine reconnaissable. Il s'approcha de l'éclair, ses mains tremblantes effleurant la patte que Léa venait de manipuler, cherchant la moindre trace du mal qui avait failli les ruiner. Le vétérinaire, le docteur Martin, s'avança également, palpant la zone indiquée par Léa, son propre visage empreint d'un étonnement profond. Il secoua la tête incrédule, puis, d'une voix basse, presque murmurée, « C'est incroyable. Je n'ai rien détecté. C'était si infime. » La rationalité de M. Leclerc s'effondrait sous ses yeux, remplacée par une admiration forcée et une honte brûlante, la vérité éclatante de Léa s'imposant à lui avec une force irrésistible. L'éclair, comme pour confirmer sa guérison, secoua sa crinière et fit quelques pas plus assurés, son allure redevenue souple, presque gracieuse. Un murmure d'exclamation parcourut la foule, se transformant rapidement en un cri de joie collective. Les palefreniers se mirent à applaudir, leurs visages rayonnant de soulagement et d'espoir. Monsieur Dubois, les yeux brillants de larmes, posa une main affectueuse sur l'épaule de Léa, un sourire immense éclairant son vieux visage. Monsieur Leclerc, vaincu, s'approcha de la fillette,
son regard enfin dénué de préjugés, rempli d'une reconnaissance inattendue. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit, sa gorge serrée par l'émotion. Le soleil, qui déclinait doucement, peignait la cour de teintes dorées et rosées, illuminant les visages soulagés. Le haras des murmures, qui était au bord du gouffre, venait de retrouver son souffle, son avenir, son espoir, grâce au toucher silencieux et à l'intuition extraordinaire d'une enfant aveugle. La victoire inespérée et éclatante était là, palpable, vibrant dans l'air comme une promesse. La patte, c'est la patte arrière droite, pas la boiterie visible, mais plus haut. Quelque chose est coincé, une torsion. Les mots de Léa, doux mais chargés d'une précision inattendue, flottaient dans l'air lourd du haras, suspendant le souffle de tous. Monsieur Dubois, un éclair de compréhension dans les yeux, fut le premier à réagir. Il fit signe au palefrenier de reculer, créant un cercle plus large autour de Léa et de l'étalon. Les murmures cessèrent, les bruits de pas s'estompèrent, et même le vent sembla retenir son souffle, comme si le monde entier se pliait à la volonté silencieuse de la fillette. L'odeur âcre du liniment et de la sueur équine semblait se clarifier, permettant à Léa de percevoir plus distinctement les vibrations subtiles de l'animal, la chaleur du soleil sur sa peau et la terre sèche sous ses pieds nus, une toile sensorielle désormais dégagée de toute interférence. Léa s'agenouilla de nouveau, ses mains fines et agiles se tendant vers la patte arrière droite de l'éclair. Elle n'avait pas besoin de voir, ses doigts étaient ses yeux, des capteurs ultrasensibles qui exploraient chaque parcelle de la peau, chaque muscle, chaque tendon, la chaleur infime d'une inflammation, la légère rigidité d'une fibre musculaire tendue, la texture rêche du pelage, tout lui parlait. Elle remonta le long du jarret, là où elle avait perçu l'anomalie, ses pouces et ses index palpant délicatement, cherchant le point précis de la luxation. La patte de l'éclair, d'abord tendue par la douleur et la méfiance, se relâcha progressivement, sous le toucher doux et sûr de la fillette, comme si l'animal reconnaissait une main amie qui comprenait sa souffrance. Léa sentait le petit os, minuscule, légèrement décalé, une dissonance dans la symphonie osseuse de l'articulation. Le temps semblait suspendu. Chaque respiration de l'étalon, chaque frôlement des doigts de Léa était amplifié dans le silence tendu du haras, sous le regard incrédule et fasciné des spectateurs. Soudain, avec une détermination nouvelle, Léa inspira profondément, puis d'un mouvement lent et précis, elle appliqua une légère pression. Ce n'était pas une force brute, mais une torsion subtile, une danse délicate entre ses doigts et l'anatomie du cheval. Un son presque imperceptible, un craquement doux comme une branche sèche sous le pied, résonna dans l'air, trop faible pour être entendu par tous, mais clair comme le cristal pour les sens affûtés de Léa. L'éclair tressaillit, puis, à la surprise générale, la tension de son corps s'allégea visiblement. Léa murmura des mots doux, inaudibles pour la plupart, une mélodie réconfortante qui semblait apaiser l'animal, sa main caressant le flanc de l'étalon, transmettant une vague de calme et de confiance. Le cheval, qui luttait depuis des heures contre la douleur, laissa échapper un soupir profond, presque un gémissement de soulagement, et l'odeur de la peur commença à se dissiper, remplacée par une aura de quiétude inattendue. L'éclair, qui était resté couché, commença à bouger. D'abord un léger frémissement des muscles, puis un mouvement hésitant de sa patte arrière droite. Lentement, avec une grâce retrouvée, l'étalon tenta de se redresser. La foule retint son souffle. Les palefreniers, les yeux écarquillés, observaient chaque mouvement avec une intensité fiévreuse. L'éclair posa sa patte au sol, non plus avec la douleur lancinante, mais avec une précaution nouvelle. Il prit appui, puis fit un pas, puis deux. Le boitement, si prononcé auparavant, avait presque disparu. Un hennissement doux rempli d'une vitalité retrouvée s'échappa de ses naseaux, un son vibrant de soulagement qui résonna dans la cour, balayant le désespoir ambiant. Les yeux de l'animal, autrefois injectés de sang et de détresse, retrouvaient leur éclat, leur vivacité, fixant Léa avec une reconnaissance palpable. C'était un miracle silencieux, une démonstration irréfutable de la puissance de la perception. Monsieur Leclerc, qui avait suivi la scène avec une perplexité croissante, fit un pas en avant, son corps massif trahissant une agitation intérieure. Son visage, d'abord figé par l'incrédulité, se métamorphosa en une expression de stupéfaction pure. « Mais comment est-ce possible ?» balbutia-t-il, sa voix rauque, à peine reconnaissable. Il s'approcha de l'éclair, ses mains tremblantes effleurant la patte que Léa venait de manipuler, cherchant la moindre trace du mal qui avait failli les ruiner.
Le vétérinaire, le docteur Martin, s'avança également, palpant la zone indiquée par Léa, son propre visage empreint d'un étonnement profond. Il secoua la tête incrédule, puis, d'une voix basse, presque murmurée, « C'est incroyable. Je n'ai rien détecté. C'était si infime. » La rationalité de M. Leclerc s'effondrait sous ses yeux, remplacée par une admiration forcée et une honte brûlante, la vérité éclatante de Léa s'imposant à lui avec une force irrésistible. Leclerc, comme pour confirmer sa guérison, secoua sa crinière et fit quelques pas plus assurés, son allure redevenue souple, presque gracieuse. Un murmure d'exclamation parcourut la foule, se transformant rapidement en un cri de joie collective. Les palefreniers se mirent à applaudir, leurs visages rayonnant de soulagement et d'espoir. Monsieur Dubois, les yeux brillants de larmes, posa une main affectueuse sur l'épaule de Léa, un sourire immense éclairant son vieux visage. Monsieur Leclerc, vaincu, s'approcha de la fillette, son regard enfin dénué de préjugés, rempli d'une reconnaissance inattendue. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit, sa gorge serrée par l'émotion. Le soleil, qui déclinait doucement, peignait la cour de teintes dorées et rosées, illuminant les visages soulagés. Le haras des murmures, qui était au bord du gouffre, venait de retrouver son souffle, son avenir, son espoir, grâce au toucher silencieux et à l'intuition extraordinaire d'une enfant aveugle. La victoire, inespérée et éclatante, était là, palpable, vibrant dans l'air comme une promesse. La déclaration de Léa, douce mais chargée d'une précision inattendue, flottait dans l'air lourd du haras, suspendant le souffle de tous. La patte, c'est la patte arrière droite, pas la boiterie visible, mais plus haut. Quelque chose est coincé. Une torsion. Un silence stupéfait s'ensuivit, brisé seulement par les râles de l'éclair. Monsieur Dubois, le visage soudainement illuminé par une lueur d'espoir, fut le premier à réagir. Il fit signe au palefrenier de reculer, créant un cercle plus large autour de Léa et de l'étalon. Les murmures cessèrent, les bruits de pas s'estompèrent, et même le vent sembla retenir son souffle, comme si le monde entier se pliait à la volonté silencieuse de la fillette. L'odeur âcre du liniment et de la sueur équine semblait se clarifier, permettant à Léa de percevoir plus distinctement les vibrations subtiles de l'animal, la chaleur du soleil sur sa peau et la terre sèche sous ses pieds nus, une toile sensorielle désormais dégagée de toute interférence. Léa s'agenouilla de nouveau, ses mains fines et agiles se tendant vers la patte arrière droite de l'éclair. Elle n'avait pas besoin de voir. Ses doigts étaient ses yeux, des capteurs ultrasensibles qui exploraient chaque parcelle de la peau, chaque muscle, chaque tendon. La chaleur infime d'une inflammation, la légère rigidité d'une fibre musculaire tendue, la texture rêche du pelage, tout lui parlait. Elle remonta le long du jarret, là où elle avait perçu l'anomalie, ses pouces et ses index palpant délicatement, cherchant le point précis de la luxation. La patte de l'éclair, d'abord tendue par la douleur et la méfiance, se relâcha progressivement sous le toucher doux et sûr de la fillette, comme si l'animal reconnaissait une main amie qui comprenait sa souffrance. Léa sentait le petit os, minuscule, légèrement décalé, une dissonance dans la symphonie osseuse de l'articulation. Le temps semblait suspendu. Chaque respiration de l'étalon, chaque frôlement des doigts de Léa était amplifié dans le silence tendu du haras, sous le regard incrédule et fasciné des spectateurs. Soudain, avec une détermination nouvelle, Léa inspira profondément, puis d'un mouvement lent et précis, elle appliqua une légère pression. Ce n'était pas une force brute, mais une torsion subtile, une danse délicate entre ses doigts et l'anatomie du cheval. Un son presque imperceptible, un craquement doux comme une branche sèche sous le pied, résonna dans l'air, trop faible pour être entendu par tous, mais clair comme le cristal pour les sens affûtés de Léa. L'éclair tressaillit, puis, à la surprise générale, la tension de son corps s'allégea visiblement. Léa murmura des mots doux, inaudibles pour la plupart, une mélodie réconfortante qui semblait apaiser l'animal, sa main caressant le flanc de l'étalon, transmettant une vague de calme et de confiance. Le cheval, qui luttait depuis des heures contre la douleur, laissa échapper un soupir profond, presque un gémissement de soulagement, et l'odeur de la peur commença à se dissiper, remplacée par une aura de quiétude inattendue. L'éclair, qui était resté couché, commença à bouger. D'abord un léger frémissement des muscles, puis un mouvement hésitant de sa patte arrière droite. Lentement, avec une grâce retrouvée, l'étalon tenta de se redresser. La foule retint son souffle. Les palefreniers, les yeux écarquillés, observaient chaque mouvement avec une intensité fiévreuse. L'éclair posa sa patte au sol,
non plus avec la douleur lancinante, mais avec une précaution nouvelle. Il prit appui, puis fit un pas, puis deux. Le boitement, si prononcé auparavant, avait presque disparu. Un hennissement doux rempli d'une vitalité retrouvée s'échappa de ses naseaux, un son vibrant de soulagement qui résonna dans la cour, balayant le désespoir ambiant. Les yeux de l'animal, autrefois injectés de sang et de détresse, retrouvaient leur éclat, leur vivacité, fixant Léa avec une reconnaissance palpable. C'était un miracle silencieux, une démonstration irréfutable de la puissance de la perception. Monsieur Leclerc, qui avait suivi la scène avec une perplexité croissante, fit un pas en avant, son corps massif trahissant une agitation intérieure. Son visage, d'abord figé par l'incrédulité, se métamorphosa en une expression de stupéfaction pure. « Mais comment est-ce possible ?» balbutia-t-il, sa voix rauque, à peine reconnaissable. Il s'approcha de l'éclair, ses mains tremblantes effleurant la patte que Léa venait de manipuler, cherchant la moindre trace du mal qui avait failli les ruiner. Le vétérinaire, le docteur Martin, s'avança également, palpant la zone indiquée par Léa, son propre visage empreint d'un étonnement profond. Il secoua la tête incrédule, puis, d'une voix basse, presque murmurée, « C'est incroyable. Je n'ai rien détecté. C'était si infime. » La rationalité de M. Leclerc s'effondrait sous ses yeux, remplacée par une admiration forcée et une honte brûlante, la vérité éclatante de Léa s'imposant à lui avec une force irrésistible. L'éclair, comme pour confirmer sa guérison, secoua sa crinière et fit quelques pas plus assurés, son allure redevenue souple, presque gracieuse. Un murmure d'exclamation parcourut la foule, se transformant rapidement en un cri de joie collective. Les palefreniers se mirent à applaudir, leurs visages rayonnant de soulagement et d'espoir. Monsieur Dubois, les yeux brillants de larmes, posa une main affectueuse sur l'épaule de Léa, un sourire immense éclairant son vieux visage. Monsieur Leclerc, vaincu, s'approcha de la fillette, son regard enfin dénué de préjugés, rempli d'une reconnaissance inattendue. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit, sa gorge serrée par l'émotion. Le soleil, qui déclinait doucement, peignait la cour de teintes dorées et rosées, illuminant les visages soulagés. Le haras des murmures, qui était au bord du gouffre, venait de retrouver son souffle, son avenir, son espoir, grâce au toucher silencieux et à l'intuition extraordinaire d'une enfant aveugle. La victoire, inespérée et éclatante, était là, palpable, vibrant dans l'air comme une promesse. Au haras des murmures, l'atmosphère d'abord lourde de désespoir se transforma en une euphorie palpable. Les échos de la guérison de l'éclair se répandirent comme une traînée de poudre à travers les terres de l'Aube, atteignant les oreilles des autorités locales. Le lendemain, alors que le soleil matinal peignait les champs de blé de teintes dorées, le maire du village, M. Jean-Luc Fournier, arriva en personne, suivi de plusieurs notables et de journalistes du journal régional. Son costume impeccable, d'ordinaire réservé aux foires agricoles, contrastait avec l'ambiance rustique du haras. Il s'adressa à Léa, sa voix grave et respectueuse, la qualifiant de miracle de l'Aube, et l'invita à la cérémonie de remise des prix du concours, un honneur jamais offert à une enfant auparavant, marquant le début d'une reconnaissance officielle et communautaire inattendue. Les offres concrètes ne tardèrent pas à affluer, transformant l'avenir de Léa et du haras. Le prestigieux Centre national d'équitation, impressionné par le récit de M. Dubois, proposa une bourse d'études unique pour Léa, lui offrant l'accès à des équipements spécialisés et à des mentors pour affiner son don, une opportunité que même les cavaliers les plus doués rêvaient d'obtenir. Des invitations à des séminaires sur le bien-être animal arrivèrent de toute la France, et des propriétaires de chevaux malades sollicitèrent l'aide de la murmuratrice des chevaux. Monsieur Leclerc, l'air toujours un peu abasourdi mais le cœur visiblement allégé, accepta toutes ces propositions avec une dignité nouvelle, comprenant que Léa n'était plus un fardeau, mais la clé de la prospérité et de la renommée du haras, un véritable trésor. Léa, au milieu de ce tourbillon de reconnaissance, resta d'une sérénité désarmante. Elle ne cherchait ni la gloire, ni les honneurs. Pour elle, la plus grande récompense était de sentir la vitalité retrouvée de l'éclair, la joie vibrante des palefreniers et la paix revenue au sein du haras. Son visage, illuminé par un sourire doux, reflétait une profonde satisfaction intérieure. Monsieur Dubois, les yeux embués de larmes, la serra dans ses bras, sa voix brisée par l'émotion. « Tu as toujours su, ma petite, tu as toujours su voir au-delà. Je suis si fier de toi, mon cœur. » Ce fut un moment d'une rare intimité,
Un dialogue silencieux entre deux âmes qui avaient toujours cru en la puissance de l'invisible, une connexion inébranlable qui transcendait les mots et les apparences. Monsieur Antoine Leclerc, d'ordinaire si rigide et autoritaire, s'approcha de Léa, son corps massif se courbant légèrement. Il tendit une main hésitante, puis, avec une tendresse inattendue, il effleura la joue de la fillette. « Léa, » commença-t-il, sa voix rauque et tremblante, « je vous demande pardon. Pardon de n'avoir pas cru. Pardon de vous avoir sous-estimé. Vous êtes la lumière de ce haras, notre ange gardien. » Ces mots, empreints d'une sincérité brute, firent écho dans la cour, surprenant tous les témoins. C'était un aveu, une reconnaissance authentique, un geste d'humilité qui marquait la fin de ses préjugés. Léa, pour la première fois, se sentait traitée non seulement comme une égale, mais comme une figure respectée, une sauveuse. Désormais, Léa n'était plus l'enfant aveugle dont on devait s'occuper, mais Léa, la murmuratrice des chevaux, une figure essentielle et respectée du haras des murmures. Les palefreniers venaient à elle pour des conseils, les jeunes cavaliers la saluaient avec déférence, et même Monsieur Leclerc la consultait sur le bien-être des chevaux. Des chemins adaptés furent installés dans le haras, des outils avec des repères tactiles furent commandés pour elle, et sa petite chambre fut transformée en un havre de paix où elle pouvait lire ses livres en braille et recevoir ses patients équins. Le haras, autrefois menacé de ruine, devint un modèle d'innovation et d'inclusion, attirant des visiteurs et des experts du monde entier, tous désireux de comprendre le secret de cette fillette aux mains magiques. La vie de Léa avait changé à jamais. Elle qui avait toujours vécu dans l'ombre de sa cécité était devenue un phare, une source d'inspiration pour tous. Son don, autrefois perçu comme une bizarrerie, était désormais célébré comme une force extraordinaire. Le haras des murmures, sauvé et prospère, résonnait des sabots joyeux et des hennissements de chevaux en pleine santé, une symphonie que Léa percevait avec une clarté nouvelle, un bonheur vibrant dans chaque fibre de son être. Elle continuait de murmurer à l'oreille des chevaux, mais ces murmures étaient désormais entendus par le monde entier, prouvant que la vraie vision n'avait pas besoin des yeux pour éclairer les âmes et transformer les destins. Plusieurs années s'étaient écoulées depuis le miracle de l'éclair, et le haras des murmures, loin d'être un lointain souvenir de faillite, rayonnait désormais d'une prospérité éclatante, un véritable emblème de résilience au cœur des terres de l'Aube. Léa, autrefois simple enfant aveugle, était devenue une figure vénérée, son nom murmuré avec respect, bien au-delà des frontières de la région. Son petit bureau, aménagé avec soin près des écuries, était un sanctuaire de silence et de concentration, où des propriétaires de chevaux de toute la France venaient chercher son expertise. Elle y recevait des chevaux blessés, des étalons récalcitrants ou des poulains anxieux, ses mains fines et expertes devenues les instruments d'une science intuitive que nul autre ne possédait. Les offres d'universités vétérinaires et de centres équestres prestigieux affluaient, mais Léa, fidèle à ses racines, préférait l'intimité du haras, le contact direct avec la terre et les animaux, et la guidance bienveillante de Monsieur Dubois, son éternel mentor. Elle avait trouvé sa vocation, un chemin lumineux tracé par ses mains et son cœur, un écho à la fois de Monsieur Dubois en ses capacités. Le haras des murmures était devenu bien plus qu'une simple écurie. C'était un phare d'inclusion et de respect, un lieu où la différence était célébrée comme une force. Monsieur Leclerc, transformé par l'expérience, avait initié des programmes pour les jeunes cavaliers en situation de handicap, inspirés par la preuve vivante du talent de Léa. Les anciens palefreniers, d'abord sceptiques, racontaient désormais avec fierté les exploits de la murmuratrice des chevaux, leur voix empreinte d'une admiration sincère. Des ateliers sur la communication non verbale avec les animaux, basés sur les méthodes de Léa, attirèrent des curieux de toutes parts, et la réputation du haras s'étendait, non seulement pour ses chevaux d'exception, mais aussi pour son approche humaine et innovante. La communauté des terres de l'Aube avait appris que la vraie richesse ne se mesurait pas en argent, mais en la capacité d'embrasser toutes les formes de talent et de soutenir ceux qui, comme Léa, voyaient le monde avec un cœur différent. L'histoire de Léa résonnait comme une mélodie intemporelle dans le paysage français, un hymne à la persévérance et à la puissance de l'esprit. Elle démontrait avec éloquence que chaque limitation apparente pouvait cacher une force inattendue, un talent unique attendant d'être révélé. Sa cécité, loin d'être un obstacle, était devenue le catalyseur d'une perception sensorielle, d'une finesse inégalée, un rappel puissant que la véritable vision ne réside pas dans la capacité de voir avec les yeux, mais dans celle de ressentir,
d'écouter avec le cœur et de comprendre au-delà des apparences. Son parcours inspirait chacun à chercher sa propre lumière intérieure, à faire confiance à son intuition et à reconnaître la beauté et la valeur de chaque individu, quelles que soient ses particularités. Le message était clair, la foi en soi et en les autres peut déplacer des montagnes, même celles que l'on ne peut pas voir. L'esprit de solidarité, si cher aux communautés rurales françaises, avait été le fil d'Ariane de cette transformation. Le soutien indéfectible de M. Dubois, la loyauté des palefreniers et même la rédemption de M. Leclerc incarnaient cette foi en l'autre, cette capacité à se serrer les coudes face à l'adversité. L'enracinement familial, pilier fondamental des terres de l'Aube, avait trouvé en Léa une nouvelle expression, car c'était son amour pour son foyer, pour le haras des Murmures et ses habitants, qui l'avait poussé à agir. L'histoire de l'éclair était devenue une parabole de la foi en l'inattendu, de la certitude que même dans le désespoir le plus profond, une solution insoupçonnée pouvait surgir. Le respect pour toutes les formes de vie, qu'il s'agisse des humains ou des animaux, était devenu la pierre angulaire de leur philosophie. Un héritage précieux transmis de génération en génération, réaffirmé par le don extraordinaire de Léa. Un soir, alors que le soleil couchant peignait le ciel de nuances pourpres et orangées, Léa s'assit seule dans le manège, l'odeur du foin chaud et de la terre humide l'enveloppant comme une couverture familière. Elle sentait la douce brise caresser son visage, portant les murmures des chevaux dans les écuries, le léger frottement de leurs robes, le souffle régulier de leur sommeil. Ses mains, autrefois source d'incertitude, étaient maintenant ses guides infaillibles, caressant le sable du manège, sentant la texture des clôtures en bois. Un sourire paisible flottait sur ses lèvres. Elle avait non seulement sauvé le haras, mais elle s'était aussi trouvée elle-même, embrassant pleinement son don, reconnaissant que sa force résidait précisément là où d'autres voyaient une faiblesse. Le monde pour elle était une symphonie de sensations, et elle en était l'oreille la plus attentive, le cœur le plus réceptif. Le haras des Murmures, baigné par la lumière douce de l'aube, n'était plus seulement un nom, mais une promesse, un témoignage vivant de la capacité humaine à transcender les barrières. Léa, les tresses flottantes au vent, se leva et fit quelques pas, ses pieds nus foulant la terre qu'elle connaissait si bien. Elle tendit les mains vers le ciel, comme pour embrasser le monde invisible qui l'entourait, les vibrations de la vie pulsant à travers elle. On la voyait souvent ainsi, perdue dans ses sensations, une silhouette frêle, mais infiniment puissante, une source d'inspiration silencieuse. Et alors que le soleil se levait, illuminant les champs infinis, son sourire était une certitude. La vraie vision n'avait pas besoin des yeux pour éclairer les âmes et transformer les destins, car elle résidait dans le cœur, là où les murmures les plus profonds sont toujours entendus.